Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment aborder l'internationalisation. Alors, le plan de ce cours sera d'aborder les enjeux d'une stratégie d'internationalisation, 2, comment se lancer, 3, comment se lancer à l'international, et là, nous verrons comment il faut étudier le pays cible, comment il faut adapter l'offre au pays, choisir un mode d'implantation, financer son projet, se prémunir contre les risques d'impayés et enfin, assurer le risque client. Alors pour commencer, je voudrais faire un peu d'histoire internationale en quelques dates. Ça commence en 1944 avec la création du FMI lors de la première conférence financière des Nations Unies à Bretton Woods. En 1947, la signature à Genève de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, destiné à abaisser progressivement les droits de douane. L'adoption de la charte de la Havane en 1948, qui prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce, mais qui finalement ne sera pas ratifiée par le Sénat américain, donc elle ne sera jamais réellement mise en place. En 1957, la création de la Communauté économique européenne. En 1965, la mise en place du PNUD, l'agence de l'ONU spécialisée dans l'assistance technique aux pays en voie de développement. En 1970, la première édition du Forum économique mondial à Davos. En 1993, l'établissement du système monétaire européen. Et puis plus proche de nous, la création de l'euro en 1999 et puis l'apparition de sa monnaie physique le 1er janvier 2002. En 2007, la crise des subprimes, et puis, bien plus proche de nous, en 2020, le début de la crise sanitaire mondiale que nous connaissons tous avec l'arrivée de la Covid. Les enjeux d'une stratégie d'internationalisation. Alors, lorsqu'un marché intérieur devient trop étroit, il est temps d'envisager une stratégie d'expansion à l'international. Il s'agit d'une opportunité pour tout entrepreneur ou entrepreneuse cherchant à augmenter son potentiel de croissance. Comme pour toute diversification, il convient d'agir avec méthode et rigueur pour réussir ce projet. La première étape est de construire un plan de route pertinent, définir les objectifs et un plan d'action. Cela revient à formaliser le pourquoi, le comment, le combien, le qui et le quand. Un des facteurs clés de la réussite du projet, c'est de prendre en compte les aspects interculturels. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par des organismes consulaires, qui sont très au fait des stratégies export gagnantes. Par leur connaissance des pays, ils offrent également un support non négligeable pour conduire son diagnostic export. Bref, n'hésitez pas à capitaliser sur leur expérience. La grande question est maintenant, faut-il se lancer ? Alors il y a des avantages qualitatifs et quantitatifs. Une entreprise qui souhaite se développer à l'étranger voit et prépare sa stratégie sur du long terme. Les bénéfices sont certains puisqu'il s'agit ici d'augmenter les profits et les ventes en ouvrant ses produits et services à de nouveaux marchés et donc à de nouveaux acheteurs, d'optimiser les produits dont le marché d'origine est saturé ou peu bénéfique, d'agrandir le portefeuille produit et ainsi de répondre à une clientèle toujours plus exigeante, et de développer ces technologies par la transmission de savoir-faire et de connaissances. Comment se lancer à l'international? Alors, il faut tout d'abord étudier le pays cible. Même si un pays vous semble proche en termes de langue, de culture ou de géographie, la connaissance d'un nouveau marché reste un prérequis à une installation à l'étranger. Toute entreprise qui entend s'étendre à l'international doit donc se renseigner préalablement, évidemment, sur l'activité économique du pays vers lequel elle souhaite exporter, donc la notation du pays, la moyenne de croissance annuelle, le déficit public, le nombre d'impayés, etc. Et puis, se renseigner aussi sur les éventuels risques politiques ainsi que les pratiques commerciales en vigueur, les dispositions légales et applicables, la réglementation, les délais de paiement, les pratiques de paiement, les types de contrats, etc. Ces données sont délivrées entre autres par les sociétés d'information d'entreprise, les assureurs crédits, la Chambre commerciale internationale ou encore BPI France. Dans un second temps,
le ou la chef d'entreprise peut également se rendre dans le pays pour évaluer les possibilités d'organisation de la nouvelle activité, voire même débuter la constitution d'un nouveau réseau, puisque évidemment le soutien des partenaires locaux est un facteur éminemment facilitant pour le démarrage d'une activité. Mais déterminer le pays cible ne suffira pas, il va falloir adapter l'offre au pays. Il faut également s'interroger sur la valeur ajoutée du produit sur le marché visé. Est-elle supérieure à un produit fabriqué localement? Le produit est-il innovant, différenciant? Et d'autre part, un produit qui se vend bien en France n'est pas toujours exportable et peut nécessiter des adaptations pour correspondre aux attentes des consommateurs et de la réglementation locale. Une fois l'offre définie pour correspondre à ces attentes, il reste encore à élaborer le plan marketing, l'adapter à la langue et aux coutumes locales et enfin mettre en œuvre une stratégie commerciale. Il faudra ensuite choisir un mode d'implantation. Alors, pour son implantation à l'international, l'entreprise a le choix entre différents modes de déploiement. Une implantation contrôlée, via par exemple la création d'une filiale, une implantation sous-traitée à des bureaux d'achat, importateurs ou autres concessionnaires, ou une implantation concertée, en passant par des groupements d'exportateurs, du portage, une franchise, une joint venture, etc. Le choix du mode d'implantation dépend généralement de contraintes stratégiques, telles que l'implication et la responsabilité que les dirigeants ou dirigeantes de l'entreprise souhaitent avoir, les contraintes commerciales, quelle politique produit souhaite-t-il ou elle adopter, ou encore les contraintes juridiques. Comment financer son projet de développement international? C'est évidemment une étape très importante de tout projet de déploiement à l'international. Elle nécessite préalablement d'établir un business plan recensant tous les modes de financement du projet, ainsi que tous les coûts de manière exhaustive. En amont, le ou la chef d'entreprise a intérêt à faire toutes les demandes d'aide possibles afin d'avoir une idée claire des divers leviers qui s'offrent à lui ou à elle. Fonds propres, aide financière, crédit d'impôt, primes, prêt à l'export, avance en devises, etc. L'entreprise peut se tourner en effet vers ses banques, mais également vers Unifrance qui a mis en place un certain nombre de dispositifs, des assurances prospection, des assurances investissement, des prêts, qui peuvent accompagner le ou la chef d'entreprise dans ses démarches à l'export et le financement d'une partie de son projet. Une fois l'activité lancée, il est important de se pencher sur la prévention du risque client et, bien évidemment, se prémunir contre les risques d'impayés. Alors, pour limiter les impayés, en particulier à l'export, voire même s'en affranchir complètement, le paiement à la commande ou la demande d'un acompte dont le montant est à déterminer en fonction du risque est particulièrement recommandé. Cette exigence reste toutefois parfois difficile à obtenir de la part de ses clients. Alors l'entreprise exportatrice peut alors recourir à un crédit documentaire. Ce document prouve l'engagement de paiement souscrit par la banque d'un acheteur vis-à-vis du vendeur. La banque s'engage par ce document à payer le vendeur pour le compte de l'acheteur sur la preuve des documents fournis et conformément aux conditions énoncées dans le crédit documentaire. Cependant, cette solution ne protège pas contre les abandons de commande. En revanche, le crédit documentaire irrévocable, ou CREDOC, bien que plus coûteux, assure la bonne fin et le règlement d'un contrat commercial entre un exportateur et un importateur de nationalités différentes. Les banques des deux partenaires commerciaux cautionnent leurs clients respectifs, ce qui limite le risque de livraison non payée ou de marchandises payées mais non livrées. L'engagement est pris par la banque qui émet le crédit documentaire et qui, contre document, assure la bonne fin de paiement du client. Il existe 5 solutions pour gérer votre risque client. L'assurance crédit, l'auto-assurance, le recouvrement, le scoring et l'enquête. Alors pour l'export, la solution la plus sûre de se prémunir contre les impayés demeure l'assurance crédit. Elle indemnise l'entreprise en cas d'impayé,
elle sécurise le poste client et intègre généralement une prestation de recouvrement de créances. Recouvrement de créances, je le redis. Ce dernier point n'est pas à négliger. La relance et le recouvrement de créances à l'étranger est parfois souvent difficile à mener, notamment en raison des réglementations locales et parfois aussi en raison de la barrière de la langue et de la distance, évidemment, avec le client. Le recours à un spécialiste du recouvrement de créances permet de s'affranchir de toutes ces difficultés. Quelles que soient les solutions retenues pour se prémunir contre les impayés, il est indispensable de ne pas laisser les délais de paiement se rallonger. C'est généralement le signe avant-coureur d'un problème financier avec son client. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.